Nous, ce qu'on a découvert, ce sont des virus géants. Enfin, ce sont des virus qui sont visibles au microscope optique. Il fallait une ouverture d'esprit déjà pour être préparé à considérer que ça puisse être un virus. C'est la deuxième famille de virus géants qui a été découverte. Le premier, qui a été vraiment le casseur de dogmes, c'était Mimivirus. On savait que c'était des virus, mais tout le challenge, toute la difficulté, ça a été de démontrer que ça en était. La question qui se posait, c'était est-ce que Mimivirus est un phénomène de foire ou est-ce que ces virus géants ont juste été ignorés parce qu'ils étaient trop gros par rapport à ce qu'on concevait que devait être un virus. Et donc on s'est dit qu'il devait être partout. Et donc ce qu'on a préparé, en fait, c'est le fait d'aller chercher d'autres virus géants en mettant en place des protocoles pour lesquels on savait que s'il y avait quelque chose qui se reproduisait dans nos cellules, ce serait forcément un virus. C'est simple, hein, on détruit tout ce qui est vivant dans un échantillon environnemental, avec des antibiotiques, les choses classiques. Comme on le dit toujours, les antibiotiques, ce n'est pas automatique parce que ça ne marche pas sur les virus. Eh ben, c'est exactement cette stratégie qu'on a décidé d'appliquer, mais on ne s'attendait pas à ce qu'on a vu. Quand on a vu ces sortes de graines de sésame s'accumuler dans les milieux de culture, on était quand même interdit parce que ça cassait encore une fois des dogmes sur ce que sont les virus, sur les particules virales. Tout le monde imagine et voit, quand on parle du virus de la grippe, quand on voit les virus tels qu'on les connaît, ils ont des morphologies très particulières. Ils sont symétriques, on dirait presque des aliens. Et donc ça, c'était un questionnement parce qu'on avait des formes qui évoquaient des cellules, sans y ressembler tout à fait, mais qui ne ressemblaient certainement pas à ce qu'on savait des virus. C'est là qu'on a vraiment investi des efforts et du temps pour se démontrer que c'était bien des virus. Le plus petit virus, il est constitué selon 2 gènes. Ils ont un gène qui code pour une protéine qui sert à faire la particule virale, donc le véhicule, et ils ont en général un autre gène qui sert pour propager le virus dans la cellule. Mais globalement, ces virus sont hyper dépendants de la cellule, c'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils détournent la machinerie de la cellule pour proliférer dans la cellule. Nos virus, les virus géants, ils sont des milliers de gènes. Et donc, avec ces milliers de gènes, ils ont un niveau d'autonomie par rapport à la cellule qui est étonnant. Ils sont capables quasiment de se multiplier tout seuls, mais ils utilisent quand même la cellule comme milieu de culture, presque. Il y a une chose que ne savent pas faire les virus, ils ne savent pas utiliser les ribosomes. C'est un terme technique, mais globalement, pour passer du gène à une activité enzymatique, à une fonction cellulaire, il faut des ribosomes. Et ces ribosomes sont capables de traduire l'information qui est dans les gènes pour les transformer en protéines qui, elles, ont une activité et vont faire quelque chose. Ça, les virus, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas de ribosomes. Enfin, à ce jour, hein, rien ne prouve que ce soit vrai de tous les virus, mais pour l'instant, aucun virus n'est capable de traduire ses propres protéines. Tout a commencé avec Pasteur et la théorie des germes. C'était une théorie simple, hein, c'était faire le postulat que à chaque fois qu'il y avait une maladie, il y avait un pathogène, un agent infectieux qui était un microbe, qui était responsable de cette maladie. Et pour démontrer ça, il fallait être capable d'isoler le microbe et de démontrer qu'il était capable de propager la maladie. Et pour ça, un outil a été conçu par Chamberlain, qui est un filtre simple, un filtre de porcelaine, parce que la porcelaine a des caractéristiques particulières. Il présente des trous qui sont très petits, qui font de l'ordre d'un demi-micromètre, et qui permettent en fait de filtrer l'eau. Et l'eau va passer au travers du filtre, mais les microbes vont pouvoir être retenus par ce filtre, et donc on peut les isoler et les étudier ensuite. Quand on cherchait les virus, on a toujours utilisé ce système de filtration, considérant que ce qui était retenu, c'était les microbes, et ce qui passait au travers, c'était les virus. Et dans les faits, il y a un continuum entre les plus petits virus et ces virus géants, mais c'est vrai aussi l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a des microbes qui sont capables de passer également au travers de ces filtres. Donc il y a un chevauchement en fait, de ces 2 mondes, mais en se focalisant seulement sur la partie la plus petite, on a ignoré les plus gros. Et de la même manière, au départ, pour les microbes, en se focalisant sur la partie des plus gros, on a ignoré les plus petits. Ces virus géants, en effet, par leur contenu en gènes, par leur diversité, par toutes les surprises qu'on découvre en les étudiant, interrogent aussi sur la contribution qu'ils ont pu avoir sur l'apparition de la vie sur Terre,
et également sur l'évolution du monde cellulaire. Si on s'intéresse à l'origine de la vie, dire que la vie provient d'une autre planète, c'est juste déplacer le problème. On n'a toujours pas compris comment la vie est apparue sur Terre, et d'une manière générale, comment la vie est apparue. Maintenant, on sait tous qu'il y a une contribution exogène à l'apparition de la vie sur Terre. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas les réponses pour expliquer les différences qui existent entre le monde cellulaire et le monde des virus. Le débat qu'a ouvert la découverte de ces virus géants avec ces milliers de gènes qui ressemblent à rien et ces fonctions probablement uniques à ce monde-là, ont tout de suite donné l'impression qu'il puisse y avoir différentes manières de faire les mêmes choses. Ça sous-entend qu'éventuellement, il y ait pu avoir des stratégies qui étaient mises en place par des formes de vie qui auraient pu exister en parallèle. On appelle ça des protocellules, donc c'est bien avant Lucas. Et on est dans un système dans lequel on peut avoir éventuellement des stratégies qui existent, qui perdurent de manière parallèle et qui ne sont pas encore en compétition les unes avec les autres parce que les ressources sont partout et chacun a sa manière de les utiliser. Et en fait, ce qu'on propose, c'est qu'à un moment, une compétition s'est installée et que de cette compétition, il y avait forcément des perdants et des vainqueurs. Les vainqueurs, clairement, on les connaît. On sait que c'est Lucas, qui est donc l'ancêtre de tout le monde cellulaire, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, qui est le vainqueur. Et la différence qu'il y a probablement entre ce vainqueur et tous les autres essais qui ont pu avoir lieu à côté, c'est le fait d'utiliser ce code génétique universel. Donc le code universel, le fait de pouvoir passer d'un gène à une protéine, est vraiment un atout qui est conservé par toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Même les virus respectent ce code génétique.